On va rentrer dans la deuxième partie de la matinée, vraiment sur la réadaptation. Là, on est un peu dans la théorie, donc on rentrera vraiment dans le cœur du sujet avec cette multidisciplinarité dont vous parlez. Et donc, je vais vous présenter, il est connecté, je pense, Luc. Oui, vous m'entendez? Parfait. Oh, on t'entend super bien, on t'entend même bien fort. Donc, Luc, je fais encore une petite introduction. Déjà, merci d'être là, Luc. Donc, Luc, c'est mon premier thésard APA. Il est venu dans le service quand j'étais encore à Montpellier comme Master 2 et il s'est approprié complètement une des populations de patients dont on s'occupait pas vraiment en termes d'activité physique adaptée. Alors, il n'a pas choisi le plus facile, hein, vous allez voir. Il a choisi les patients qui ont un QT long congénital. Alors là, il n'y a rien, il n'y a jamais eu de réadaptation chez eux. Il y a le risque théorique de mort subite. Mais voilà, c'est ça une thèse de science, c'est s'attaquer entre guillemets à des sujets qui sont vierges, c'est la définition d'une thèse de science. Et donc Luc est devenu carrément on va dire le superviseur de la qualité de l'interprétation des tests d'effort cardio-respiratoire. On a le droit d'être APA et de devenir un expert de la VO2. Et donc, c'est devenu un expert de la VO2 en qui j'ai totalement confiance quand on a nos données sources pour la recherche, pour les regarder et les valider. Et deuxièmement, il a mis en place avec moi un programme de formation et c'est lui qui forme maintenant tous les nouveaux collègues qui vont rentrer dans l'équipe, que ce soit les APA, que ce soit les kinés, que ce soit les médecins, pour la formation à la VO2. Donc, merci Luc d'être donc Université de Montpellier. Et donc, je te laisse faire ce petit topo. Merci. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Je vais rajouter une petite information supplémentaire. Donc, j'ai réalisé une licence et un master APA, mais j'ai fait très peu de terrain en tant que APA et j'ai vraiment shifté vers la recherche où c'est beaucoup moins pratique et sur le terrain. Donc là, ma première intervention, ce sera plutôt sur le test d'effort. Je vais éviter de rentrer dans trop de détails. On va rester assez simple. Donc, la VO2, donc, ça permet de mesurer les capacités cardio-respiratoires. On peut les appeler aussi l'aptitude aérobie ou la capacité aérobie. C'est la capacité qu'un individu en fait a de prélever l'oxygène. Donc, on va mettre ici les poumons, le transporter via le cœur, puis ensuite le consommer par le muscle. Donc, c'est essentiel puisque cet oxygène va être utilisé par le muscle pour générer de l'énergie et en fait se mouvoir, faire de l'activité physique de manière générale. Donc, la VO2, c'est le gold standard, donc on va dire l'épreuve d'effort avec mesure des échanges gazeux, et le gold standard pour mesurer les capacités cardio-respiratoires. On parlera dans la prochaine slide des autres techniques pour mesurer ces capacités cardio-respiratoires, des techniques de terrain notamment, et ça s'exprime en millilitres minute kilo ou millilitres minute ou encore litres minute. Mais bon, voilà, le plus important ici, c'est quand même millilitres minute kilo qui reste le plus utilisé. Donc ça, c'est un petit schéma juste pour vous expliquer qu'à VO2 max, en fait, on est à la puissance maximale aérobie et on est à la vitesse maximale aérobie. Pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Je pense qu'on a tous souffert au collège ou au lycée du test de terrain, test Cooper, ou bien où on doit augmenter tous les tours, il y a un bip, on doit être au plot, etc. Donc tout ça, c'est des mesures de terrain qui nous permettent d'avoir la mesure de la vitesse maximale aérobie et en fonction, on peut estimer la VO2 max. Vous n'avez jamais fait de test de terrain avec un masque sur le visage au collège ou au lycée parce que déjà c'est trop cher et c'est juste impossible pour mesurer directement la VO2. Donc ça reste une estimation et donc, c'est des tests de terrain qui donnent une estimation de la VO2 max. Alors que nous, notre épreuve d'effort, ce n'est pas une estimation, c'est vraiment une mesure réelle. C'est en ce sens que c'est un gold standard et que c'est la mesure la plus fiable, l'épreuve d'effort. La VO2. Donc, la formule de la VO2, je me base sur l'équation de Fick qui dit que le débit cardiaque fois la différence artério-veineuse en oxygène est égal à la VO2. Autrement dit, comme je venais de le dire à la première slide, on va mesurer les poumons, le cœur, également le sang aussi et le muscle. Donc c'est vraiment une mesure globale et très intéressante où on va mesurer tout le parcours de l'oxygène. Alors n'ayez pas peur de ce schéma. Euh, pour vous expliquer un peu, ici, on a le débit cardiaque, QC, qui est égal à la fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. Et comme le dit l'équation de Fick, si on multiplie ce débit cardiaque avec la différence artério-veineuse en oxygène, on a la VO2. J'ai oublié ici une flèche parce que le schéma était assez chargé, mais on peut avoir aussi une estimation de la VO2 si on prend le VCO2 mesuré directement par l'analyseur de gaz et on peut remonter aussi à la VO2.
Cette VO2 ici, il faut comprendre que c'est la VO2 pulmonaire. Et cette VO2 pulmonaire est le reflet de la VO2 musculaire. Vous comprenez bien que c'est difficile de mettre un cathéter à tous les individus au niveau du muscle pour voir le parcours en oxygène. Il y a d'autres techniques maintenant qui se développent pour mesurer cet oxygène au niveau musculaire, mais nous, on part du postulat que cette VO2 pulmonaire est le reflet de la VO2 au niveau du muscle. Et comme je l'ai dit, l'oxygène, en fait, après phosphorylation, donc c'est des processus, je vais passer assez rapidement, des processus un peu biochimiques qui va nous permettre, en fait, de contracter notre muscle et de bouger. Ça, c'est le parcours classique. Maintenant, comme toute notion d'effort et d'épreuve d'effort, on va augmenter la charge. Donc, l'intensité va être de plus en plus compliquée et on va produire de l'acide lactique. L'acide lactique, contrairement à ce qu'on peut entendre aux jeux d'athlétisme, par exemple au JO avec les journalistes, le lactate n'est pas dangereux en soi, c'est une façon de créer de l'énergie. Mais en revanche, quand il s'accumule de l'acide lactique, on a également des protons et on a également une accumulation de CO2. Ces deux éléments-là vont aller stimuler les centres respiratoires et naturellement, on va augmenter et on va respirer plus fort et plus vite à l'effort. Par ailleurs aussi, on va avoir une stimulation au niveau du cœur où on va avoir un débit cardiaque qui augmente très concrètement pour subvenir aux besoins en oxygène de l'organisme. Maintenant, chez les enfants, qu'est-ce qui se passe? J'espère que le schéma n'est pas trop petit pour vous, mais on a un pic de VO2 ici chez l'enfant, alors que chez l'adulte, en fait, on parle d'un plateau de VO2. Tout simplement, en fait, on va avoir une courbe, à un moment donné, une intensité, plus on va augmenter, mais la VO2 va stagner. Il va avoir un plateau, donc là, l'individu ne peut pas aller au-dessus. On parle de VO2 max, une VO2 plateau. Alors que chez l'enfant, on a un pic de VO2. Bon, on peut se dire, il n'y a que 30% des enfants qui ont un VO2 avec plateau, souvent les ados. On va donc garder le terme VO2 pic chez l'enfant. Pourquoi? Donc, on a une différence de métabolisme avec les adultes, un manque de motivation, des fibres musculaires non développées, tout ça, ça reste des hypothèses. Certains scientifiques doutent encore sur ces hypothèses-là, donc voilà, ça a discuté, mais il faut comprendre, l'idée essentielle, c'est pas parce qu'on parle de VO2 pic en pédiatrie que l'effort n'est pas maximal. Alors que souvent, chez les adultes, on va parler de VO2 pic pour dire qu'un effort n'est pas maximal. Là, ce n'est pas le cas en pédiatrie. Pourquoi mesurer la VO2? Donc, vous avez la VO2 ici chez les enfants. On a ici cette VO2 qui va influencer la santé cardio-métabolique, les performances académiques, de meilleures notes à l'école, une meilleure concentration, une santé cognitive, une santé mentale améliorée et une qualité de vie. Sur ce schéma aussi, ce qu'on voit, c'est que les capacités cardio-respiratoires, la VO2 pic ou la VO2 max, est influencée bien évidemment par l'obésité, mais par l'activité physique, bien qu'il n'y ait pas tout le temps des corrélations entre les deux chez les enfants avec cardiopathie, mais surtout c'est la génétique qui joue beaucoup. Donc la génétique, c'est les capacités cardio-respiratoires qui vont être influencées à plus de 50% et déterminées par la génétique. Pourquoi on va mesurer la VO2 chez les enfants avec cardiopathie? Bon, on peut avoir ici des troubles du rythme, des cardiopathies opérées, une réimplantation des coronaires. Voilà, plusieurs choses qui vont amener ici à faire une VO2. Je vais insister ici, c'est surtout l'aptitude au sport. Bon, ça, c'est des individus qui sont plutôt athlètes ou qui veulent s'inscrire dans une dynamique sportive. Et après, le bilan après réadaptation d'effort. Bilan avant-après, ça, c'est ce qu'on utilise vraiment souvent dans les programmes de réhabilitation à l'effort. Bon, le schéma, vous l'avez vu, vous allez le revoir à nouveau, je pense, au cours de la journée. Là, on va parler ici que des cardiopathies congénitales. On voit qu'ils sont les VO2 abaissés en orange ici versus individus en vert qui sont des individus sains. Donc, les capacités cardio-respiratoires sont diminuées plus fortement avec les cardiopathies congénitales. D'où l'intérêt de faire une VO2 et de suivre cette VO2 au cours du temps. Maintenant, très concrètement, comment ça se passe pour entrer dans le vif du sujet et parler de l'épreuve d'effort en elle-même? On a une saturation ici qui est mesurée, bon, ça dépend des équipes, mais nous, on le mesure au front. Donc, qui va mesurer la capacité, en fait, la saturation d'hémoglobine en oxygène, le métabolisme qui est mesuré ici par un masque avec les deux fils que vous voyez, les permapures, qui permettent d'analyser l'oxygène et le dioxygène, le CG qui mesure l'activité électrique du cœur, et ensuite la pression systolique et diastolique qui est mesurée avec un brassard. Bon, on a un défibrillateur qu'on ne souhaite surtout pas utiliser, bien évidemment, et un brancard pour parfois quelques malaises vagal qui peut arriver post-effort.
OK, on a équipé le patient. Partie 2, maintenant, on va choisir le protocole. Donc, nous, on choisit ce protocole-là, un incrémental, c'est-à-dire que le patient va s'échauffer entre 2 et 3 minutes. Puis, chaque minute, on va gérer une intensité qui va augmenter jusqu'à épuisement du sujet. L'idée, en fait, c'est de bien choisir ce protocole pour que l'individu tienne à l'effort au moins entre 8 et 10 minutes, ça serait l'idéal. À l'inverse, on a un protocole rectangulaire qui fait un peu mal, hein. C'est de l'échauffement et direct, on va mettre une charge assez forte, souvent pour diagnostiquer un asthme d'effort, par exemple. OK, on a choisi notre protocole. Maintenant, bon, le loading ici, ça veut dire que le patient est en train de faire son épreuve d'effort. Et donc, ce qui nous intéresse, premièrement, avant d'interpréter, c'est de savoir si le patient est allé au bout de lui-même. Est-ce qu'il est vraiment allé à son maximum? Donc là, on a des critères à respecter. Première possibilité, le patient n'a pas respecté ces critères. Donc là, on ne va pas pouvoir interpréter les critères maximum, mais on va devoir se contenter, bon, je vous passe les détails, mais de l'OUS qui permet d'estimer en fait la VO2 max du patient et le seuil ventilatoire numéro un, qui, ça, est une mesure sous-max et pas maximum. Ou bien, il y a une autre possibilité, pourquoi le patient n'est pas allé à son maximum? Mais tout simplement parce que les symptômes le limitaient. Voilà. Deuxième possibilité, le patient a respecté les critères de maximalité. Et donc là, on va aller sur une VO2 pic et évaluer cette VO2 pic. Donc une fois qu'on a placé les curseurs sur la fenêtre, on a la valeur qui s'affiche. Si on est au-delà des 80%, on peut se dire que le patient a une bonne aptitude aérobie, on peut lui serrer la main et pas besoin d'aller plus loin dans le rapport. Et après, l'autre problème, c'est si cette VO2 pic est inférieure à ces 80%, on parle d'aptitude aérobie diminuée. Et donc là, on va essayer d'investiguer la cause de cette aptitude aérobie diminuée. Avant ça, trois points à noter super importants, trois valeurs à noter qui sont très importantes. Premièrement, c'est les normes donc pour les filles post-pubères. On doit être aux alentours de 36. Si on est au-dessus, tant mieux. Si on est en dessous, voilà, c'est à regarder. Pour les filles prépubères, bon, 40. Et pour les garçons, 47, peu importe le statut ici de maturité. Des cut-offs, des seuils ont été proposés dans la science. On se dit, si on est en dessous de 42 pour les garçons, on peut avoir 6 fois plus de risque cardiovasculaire. Chez les filles en dessous de 35, on est à 4 fois plus de risque cardiovasculaire. Pour revenir ici à ce que je disais, on prend un patient qui a une limitation de l'aptitude aérobie. Il y a quatre types de limitations. Je dirais qu'il y en a trois plus un. Je m'explique. Première possibilité, la limitation respiratoire. Donc là, c'est vraiment les poumons qui posent problème. La limitation cardiaque en deuxième et la limitation musculaire. Chez un individu sain, la limitation à l'effort vient d'un point de vue cardiaque normalement. Donc voilà, c'est une des trois, c'est les trois possibilités. On peut en avoir deux combinées. Et le dernier, c'est le déconditionnement. C'est un statut un peu généralisé qu'on retrouve beaucoup dans les pathologies chroniques. C'est un trouble de transport de l'oxygène avec potentiellement une inactivité physique et des réductions de chaque variable de manière modérée. Voici un rapport en fait tiré de la littérature. C'est juste pour vous montrer qu'on prend en compte, là il y a quatre facteurs, mais bon, les deux ici, on peut les regrouper. C'est le cœur, le poumon et le muscle. Et le statut de déconditionnement, est-ce qu'il est présent, oui ou non? Deuxième chose super importante, c'est en fait la perception du patient. Je conseille même ça à tous les enseignants d'activité physique adaptée pendant la réhab, toujours prendre en considération l'avis du patient et instaurer ce petite routine au cours des semaines pour avoir son feedback. Est-ce que j'ai eu mal aux jambes? Est-ce qu'il a mal aux jambes de 0 à 10? Il est à combien? Est-ce qu'il a du mal à respirer? Est-ce qu'il a une migraine? Tout ça, c'est des facteurs qu'on va prendre en compte à l'épreuve d'effort également. Et après, la petite conclusion. Donc là, la VO2, c'est une occasion pour moi de passer un message également, parce qu'on va avoir les parents et les patients en même temps. Et donc, première possibilité, bon, là c'est la plus triste, malheureusement, on retrouve qu'il y a quelques problèmes sur le CG, par exemple, et on va contre-indiquer l'activité physique. Je ne sais pas, on prend un patient qui faisait du trail en compétition, on a quelques suspicions, il fait une épreuve d'effort, on s'aperçoit qu'il y a des troubles du rythme. Donc là, on va peut-être limiter la pratique du trail, et ça, c'est surtout au cardiologue responsable de voir cette partie-là. Deuxième possibilité, c'est des patients qui vont venir pour une douleur à la poitrine ou quelque douleur que ce soit.
qui vont avoir une gestion de l'anxiété du stress très mauvaise à l'effort. Dès qu'ils vont sentir leur respiration s'emballer, ils vont être enfermés dans une spirale. Et donc, l'idée, c'est de donner quelques conseils. On va pas pouvoir faire un suivi régulier puisqu'on va le voir que 1 heure lors de l'épreuve d'effort, mais lui conseiller quelques techniques de respiration à l'effort. Bon, des conseils diététiques classiques. Et enfin, le plus important, c'est l'activité physique. Donc, pour tous les rapports, je reviendrai après sur cette diapo, mais pour tous les rapports, j'essaye à chaque fois de placer soit de manière orale les recommandations de l'OMS, qui, je répète, pour 5-17 ans, c'est 1 heure d'activité physique par jour, tous les jours. Donc ça, on le répète devant les parents ou bien on peut le noter en bas du rapport. Euh, et la deuxième possibilité aussi, c'est d'orienter vers une réhabilitation cardiaque. Donc là, on vous parlera de ces programmes ultérieurement. L'intérêt de la VO2 pour le APA concrètement, et là je m'inscris plutôt dans le cadre de cette réhabilitation. Déjà, sur un rapport de VO2, on va avoir les données du patient. On va avoir le BMI notamment, voir si on a un statut obèse, surpoids, etc., qui est important pour nous pour régler l'intensité. Deuxième possibilité, on va avoir l'activité physique. Donc là, ça va rester du déclaratif, hein. On ne va pas mettre un actimètre au patient. Juste avant l'épreuve d'effort, en fait, on lui demande, bon, tu fais du sport, combien d'heures par semaine, quel type d'activité physique. Donc parfois, le patient peut se tromper, peut exagérer son niveau d'activité physique aussi, mais globalement, on a ici un petit indicateur. Le traitement aussi, si le patient est sous bêta-bloquant, c'est important de le savoir. Et enfin, surtout, les paramètres de l'épreuve d'effort. Donc, pour l'enseignant APA, ce qui est important, c'est de savoir ses adaptations d'intensité et ces paramètres-là. Premier exemple, les deux ici qu'on utilise le plus souvent, c'est le seuil ventilatoire numéro 1. Je pense que Pascal vous l'expliquera après. Euh, c'est un paramètre qu'on va utiliser pour se réentraîner. On va prendre la puissance au seuil ventilatoire et on va prendre la fréquence cardiaque au seuil ventilatoire. Donc ça, c'est pour la réhabilitation cardiaque. Deux autres paramètres, c'est le pourcentage de VO2 pic et de SV1. Donc là, je pense que c'est plutôt pour les athlètes. Comme je disais, il n'y a pas grand monde qui va courir avec un masque. En revanche, ce paramètre est super important, c'est la fréquence cardiaque maximale. On va avoir en fait des programmes de réhabilitation ou bien euh, d'autres types d'entraînement, on va vouloir faire du HIIT, des hautes intensités. Donc là, on va dire 90% de la fréquence cardiaque maximale. Et bien, via la VO2, on peut avoir notre fréquence cardiaque maximale et avec un simple produit en croix, calculer les 90% de la fréquence cardiaque maximale du sujet pour avoir la bonne intensité. Comment on lit une VO2 euh, pour savoir en fait la puissance et la fréquence cardiaque? Tout simplement, tableau à double entrée. Donc, on va aller sur puissance et fréquence cardiaque. On prend la colonne SV1 et donc le patient va devoir le réentraîner à 60 watts et 156 BPM. Je conseille toujours en fait de débuter 10 BPM ou 10 watts en dessous à la première semaine. Parce qu'en fait, une épreuve d'effort, comme je dis, c'est incrémental et ça ne représente pas un effort au quotidien qu'on va faire dans le cadre d'une réhab où il va avoir 3 minutes d'échauffement et directement la charge. Donc, il faut toujours débuter un peu en dessous et après, on va voir au fil des semaines, ça augmente assez vite. Donc, voilà pour l'épreuve d'effort. Merci de votre attention.